Le corps de mon mari était encore chaud quand j'ai entendu mon fils me traiter de vieille sorcière. Il ne plaisantait pas. C'était aux funérailles de mon mari. Mon Thomas. Nous étions près du cercueil, des fleurs partout, les gens faisaient semblant de s'intéresser à nous, quand David s'est penché vers ses enfants et a murmuré « Dieu merci, il est enfin parti. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de cette vieille sorcière. » Il pensait que je ne l'entendais pas. Mais je l'ai entendu. Et quelque chose en moi s'est brisé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis resté là, les mains sur mon sac, comme à tous les autres enterrements. Des gens sont venus me présenter leurs condoléances. J'ai hoché la tête. On m'a prise dans ses bras. Je les ai laissés faire. Mais intérieurement, le silence s'est abattu. Thomas avait été mon pilier. Il savait se taire quand il le fallait et me tenir la main sans la serrer trop fort. Il était doux d'une manière qui n'avait pas besoin d'être remarquée. Nous avons été mariés pendant 49 ans. Une vie entière de matins ordinaires, de blagues partagées, de disputes, de réconciliations. Et puis, soudain, le silence. Un AVC pendant son sommeil. Parti avant l'arrivée de l'ambulance. Je me souviens avoir regardé ses chaussures près de la porte ce matin-là. Elle semblait l'attendre, comme si elle l'attendait pour qu'il les remette. David est notre fils unique. Avant, il était doux, intelligent, drôle, curieux. Mais quelque chose en lui a changé au fil des ans. Ou peut-être s'est-il adouci là où il ne fallait pas. Son ambition a commencé à prendre le pas sur sa gentillesse. Et quand il a rencontré Rebecca, sa femme, tout a basculé. Il est devenu sophistiqué, distant, ce qu'il appelait efficace. J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. Je cuisinais quand il venait. Je proposais de garder les enfants. Je payais les camps de vacances, les cours de musique, l'orthodontie. Je leur donnais les clés de notre petite maison de plage chaque été. Je ne posais pas de questions. Je ne m'immisçais pas. Je souriais quand Rebecca faisait des remarques sur mes vêtements ou corrigeait mes histoires devant les enfants. Je me disais, ils sont occupés. Ils construisent leur vie. C'est normal pour des enfants. Mais maintenant, j'étais cette vieille sorcière. Même pas la peine de cacher mon dégoût. Juste des paroles prononcées dans le vide, comme si elles n'avaient aucune importance. Au déjeuner après l'office, je me suis assise près de la fenêtre, dans mon manteau bleu foncé. David et Rebecca ont pris une autre table avec les enfants et des amis. Je l'ai entendu rire un vrai rire, profond. Il buvait du vin rouge. Il avait l'air détendu. Un des petits-enfants, Kyle je crois, a accouru et a demandé « Mamie, tu viens avec nous ou tu rentres ?» Rebecca l'a retenu brusquement. Elle ne m'a même pas regardé. Bien sûr que je rentrais. À la maison où l'odeur de Thomas flottait encore dans le couloir. À ses pantoufles près du lit et au puzzle à moitié terminé sur la table de la cuisine. Au silence. Je n'ai pas allumé la lumière. Assise dans le fauteuil, j'ai fixé l'obscurité. L'horloge de la cuisine tic-taquait comme toujours. Et je me suis demandé, quand ai-je cessé d'être une mère pour devenir un fardeau? Quand l'amour s'est-il transformé en devoir? Et surtout, combien de temps ai-je laissé faire ça? Cette maison n'est peut-être pas grande, mais elle est payée. Mes économies ne sont pas des millions, mais elles sont bien réelles. Et les bijoux dans le coffre-fort. Chaque pièce a son histoire. Et rien, absolument rien, n'ira à quelqu'un qui me traite de sorcière. Je me suis levée. J'avais mal au genou, le dos menaçant de me lâcher, mais je suis allée au bureau de Thomas, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti le dossier. Le testament. Je ne l'avais pas regardé depuis sa mise à jour il y a 3 ans. Le nom de David y figurait. Celui des enfants aussi. Tout était clair, bien organisé, comme une formalité. J'ai pris un stylo et j'ai rayé leur nom. J'ai rencontré Thomas quand j'avais 21 ans. Il n'était guère plus âgé, 24 ans, tout juste sorti de médecine, trimballant encore ses manuels comme si on allait lui poser des questions au supermarché. Il n'était ni bruyant ni exubérant. En fait, il était plutôt timide. Mais il regardait les gens dans les yeux quand il parlait, et il ne faisait jamais de promesses qu'il ne pouvait tenir. Nous nous sommes mariés au début du printemps. Il a plu toute la matinée le jour du mariage. Puis, juste avant que je ne sorte de l'église, les nuages se sont dissipés.
Mon voile a flotté au vent et nous avons ri tous les deux, debout dans l'herbe mouillée. Ce rire, c'était le début de notre vie. Pas de feu d'artifice, pas de drame, juste cette joie qui vous rassure. Notre premier appartement était au-dessus d'une boucherie. L'escalier grinçait, les murs étaient fins, le chauffage fonctionnait à peine, mais je l'adorais. Je travaillais encore à l'époque, à temps partiel à la bibliothèque, et Thomas venait de commencer son internat. Nous n'avions rien, mais on ne s'en rendait pas compte. Plus tard, il y a eu la maison. Pas celle-ci, elle est venue après la naissance de David, mais celle d'avant. La petite maison jaune près du parc. J'ai planté des fleurs le long de la clôture et j'ai pensé que ma vie était enfin complète. Puis David est arrivé. C'était un magnifique bébé. De grands yeux, des poumons robustes et un caractère bien trempé qui s'est manifesté avant même qu'il sache marcher. Thomas l'adorait. Il collait son oreille contre la poitrine de David juste pour entendre son cœur battre. Je me souviens d'une fois, pendant une panne de courant, où ils étaient assis par terre à construire une cabane avec des coussins de canapé et la lumière d'une lampe torche. Je suis resté debout dans l'embrasure de la porte et j'ai pensé, c'est ça le bonheur. C'est étrange, avec le recul, de voir à quel point les choses changent discrètement. On ne voit jamais le moment où tout bascule. Pas quand c'est progressif. Pas quand on est trop près. En grandissant, David a changé. C'est normal. Nous changeons tous. Mais une partie de sa douceur s'est durcie. Il a commencé à tout mesurer, non seulement en chiffres, mais aussi en valeurs. Il voulait de meilleures chaussures, un vélo plus rapide, une montre plus récente. Il ne faisait jamais de caprices. Il demandait simplement, calmement, mais fermement. Thomas n'aimait pas ça, mais il n'y prêtait pas plus attention. Il est intelligent, disait-il. Il trouvera sa voie. Et il l'a trouvée. Il a étudié la finance, a décroché un stage dès sa sortie de l'université, portait des chemises impeccables et affichait une confiance en lui inébranlable. Lorsqu'il nous a présenté Rebecca, il m'a dit qu'elle venait d'une famille différente. Il voulait dire plus riche, bien sûr. Je l'ai compris à la façon dont il m'a regardé mettre la table quand ils sont venus dîner. À la façon dont il m'a demandé de ne pas trop en faire. J'ai préparé une simple tarte aux pommes ce soir-là. Rebecca n'y a pas touché. Ils se sont mariés rapidement. J'ai proposé mon aide pour les fleurs, l'organisation, tout ce dont ils auraient besoin. David m'a remercié, mais a dit que tout était pris en charge. J'étais assise au 3e rang, pas au premier, à leur mariage. La famille de Rebecca occupait tout le devant. Et après cela, les visites se sont raréfiées. Les appels sont devenus réguliers. On se souvenait des anniversaires, mais on les fêtait rarement ensemble. Et pourtant, j'ai continué à donner. Pour les fêtes, pour les vêtements de rentrée, pour les vacances. Discrètement, toujours discrètement. C'était naturel. Que pouvais-je faire d'autre? C'était mon fils. Même le jour où Thomas est mort, ce jour terrible, j'ai attendu 4 heures avant que David n'arrive à l'hôpital. Il avait l'air choqué, voire en colère, comme si Thomas l'avait fait exprès, comme s'il l'avait importuné. Il ne nous a même pas prévenus, a dit David. Je tenais encore la main de Thomas quand il a prononcé ces mots. Maintenant, je comprends que je me suis toujours trouvé des excuses. Je me disais que Rebecca était difficile, mais que David était juste fatigué. Que les enfants étaient adorables, juste occupés. Que la vie allait vite et que j'étais lente, et que ce n'était rien de personnel. Mais si. C'était personnel depuis des années. Après avoir rayé leur nom, je suis restée longtemps assise au bureau de Thomas. Le stylo reposait dans ma main, comme s'il y avait toujours été. Sa photo me fixait. Celle de nos 40 ans de mariage, où il portait ce nœud papillon affreux que je détestais, juste pour me faire rire. Je lui ai demandé à voix haute, « C'est bien comme ça ?» Il ne répondit pas, bien sûr, mais le silence dans la pièce n'était plus aussi pesant qu'avant. Je savais ce que je devais faire. Non par colère, mais par respect. Pour moi-même, pour la vie que nous avions construite, pour l'amour qui avait élevé David, même s'il ne s'en souvenait plus. Le lendemain matin, je fis bouillir l'eau et préparer du thé comme d'habitude. Même tasse, même heure, même petit pas silencieux en pantoufles sur le carrelage de la cuisine. La seule différence était intérieure. Quelque chose avait changé. Ni rage, ni tristesse.
Plutôt une décision prise en silence. Une porte qui se ferme doucement, mais fermement. Assise près de la fenêtre, ma tasse de thé à la main, je repensais à toutes les fois où je m'étais effacée au fil des ans. Les excuses que je présentais avant même qu'on me les demande. Ce n'est rien. Les insultes ravalées. Le silence que je portais comme une seconde peau. Je l'avais fait pour la paix, pour la famille, pour l'illusion que l'amour était encore à notre table, même quand il se contentait de tirer une chaise et de fixer son assiette vide. Je n'avais encore rien dit à personne. Le testament, la case raturée, c'était encore à moi, privé et tout frais. Mais je savais que ça ne pouvait pas s'arrêter là. J'avais un avocat. Thomas et moi l'avions engagé après son premier problème cardiaque, il y a 15 ans. Robert Grant, toujours en costume froissé, toujours une tache sur sa cravate, mais d'une intelligence et d'une loyauté sans faille. J'ai trouvé sa carte de visite dans le même tiroir où nous gardions les vieilles garanties et les ampoules inutilisables. Il décrocha à la deuxième sonnerie. « Madame Patterson, dit-il, comme si j'appelais 20 ans plus tôt. Comment puis-je vous aider ? Je dois mettre à jour le testament, dis-je. Et quelques autres choses. » Il hésita un instant, puis s'éclaircit la gorge. « Tout va bien. » « Non, dis-je. Mais ça ira. » Il proposa de passer à la maison cet après-midi-là. Il dit avoir un créneau entre l'audience et les formalités administratives. À 15 heures. J'acceptai. Je passai le reste de la matinée à faire le ménage. Non pas que la maison en ait besoin, mais parce que j'en avais envie. Il y a quelque chose d'apaisant à frotter une surface jusqu'à ce qu'elle brille. J'ai astiqué la lampe en laiton du couloir, nettoyé les plaintes du salon, réorganisé les livres de Thomas par genre plutôt que par ordre alphabétique. J'ai même dépoussiéré l'étagère du haut où, depuis des années, ne trônaient que de vieux dossiers fiscaux et la maquette de voilier de Thomas. Quand Robert est arrivé, il a apporté sa viennoiserie habituelle du café, une vieille habitude que je n'avais jamais eu le cœur d'abandonner. « Tu n'aimes toujours pas les amandes ?» a-t-il demandé en croquant déjà dedans. « Toujours pas », ai-je répondu en lui tendant une serviette. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger. J'ai glissé le Vieux Testament vers lui. « Je veux l'annuler », ai-je dit, et repartir à zéro. Il a lu en silence pendant un moment, feuilletant les pages. Puis il a levé les yeux vers moi, le visage impassible. « J'imagine que ce n'est pas un désaccord passager. »« Non, ai-je dit. C'est définitif depuis des années. Je n'avais juste pas encore réalisé. » Il a hoché la tête lentement. « Et les petits-enfants ? » « Je ne veux rien recevoir de la part de la famille de David, dis-je. Rien. » Robert inclina la tête, attendant. « Mais je tiens à prendre des dispositions pour quelqu'un, ajoutai-je. Quelqu'un qui me voit encore. » Cette personne était une petite fille nommée Sophie. Ma petite fille, la fille d'Émilie. Émilie est décédée quand Sophie avait 12 ans. Accident de voiture, une nuit pluvieuse, un conducteur ivre. Le genre d'appel qui paraît irréel, même des années plus tard. Émilie était mon rayon de soleil. Fougueuse, gentille, têtue. Et Sophie. Sophie était le portrait craché de sa mère, à tous les égards. Après la mort d'Émilie, Sophie a été ballottée de famille en famille. D'abord chez la famille de son père, qui ne la voulait pas. Puis brièvement chez David et Rebecca, qui, visiblement, n'en avaient cure. Elle a fini dans une famille d'accueil à 3 villes de chez nous. Je l'ai appris par une assistante sociale qui avait encore mon numéro. Je suis allée directement au tribunal et j'ai obtenu sa tutelle. Elle a vécu chez moi jusqu'à ses 18 ans. Aujourd'hui, elle a 25 ans, travaille à temps partiel dans une librairie et économise pour ses études supérieures. Elle appelle tous les dimanches. Elle vient me voir 2 fois par mois. Elle fait ses courses elle-même. Elle s'essuie les chaussures à l'entrée. Elle m'embrasse sur la joue avant de partir. Je n'ai jamais eu à me demander si elle m'aimait. Je veux une fiducie à son nom, ai-je dit à Robert. Une fiducie qui prend effet immédiatement. Elle pourra l'utiliser pour ses études ou pour la vie, comme elle le souhaite. Il s'est mis à prendre des notes. Tu veux qu'elle soit au courant? Pas encore, ai-je répondu. Occupons-nous d'abord de tout. Nous avons passé 2 heures à tout passer en revue. La maison, les économies, l'assurance, la petite cabane de plage.
J'étais stupéfaite de tout ce que je possédais encore. De la façon dont Thomas et moi avions construit quelque chose avec tant de soin, sans même savoir qui en serait digne au final. Quand Robert est parti, je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Il s'est arrêté sur le perron. « Tu es sûre de toi, Margaret ?» a-t-il demandé. C'était la première fois de la journée que quelqu'un prononçait mon nom. J'ai hoché la tête. J'en ai assez de récompenser la cruauté. Il est temps de commencer à honorer la gentillesse. Et je le pensais vraiment. Chaque mot. Avant, je croyais que les distances dans les familles étaient dues à de grands événements. Une trahison, un scandale, une blessure profonde. Mais maintenant, je sais que la plupart du temps, elles s'installent lentement, silencieusement, comme le brouillard qui s'insinue sous une porte. On ne s'en aperçoit que lorsqu'on y voit plus clair. Après le mariage de David, le changement a été progressif. Il n'a pas claqué de porte. Il n'a pas crié. Il a simplement pris ses distances petit à petit. Moins d'appels, moins de temps à la maison, des visites plus courtes à Noël, puis plus rien du tout. Au début, j'ai mis ça sur le compte du travail. Il est débordé. Puis j'ai accusé les enfants. 3 enfants, c'est beaucoup à gérer. Puis je me suis remise en question. Peut-être que je parle trop. Peut-être que je dis des bêtises. Rebecca ne m'a jamais aimée. Elle ne l'aurait jamais dit ouvertement. Elle était trop raffinée pour ça. Mais ça se voyait à sa façon de me parler. Toujours un peu surprise que je sois encore en vie. Toujours à me corriger gentiment si je racontais un souvenir dans le désordre ou si je me trompais de date. En fait, c'était l'été suivant, Margaret. La façon dont elle utilisait mon nom, comme si j'étais une voisine qu'elle devait supporter. J'ai arrêté de lui donner des conseils. J'ai arrêté de lui préparer des plats cuisinés. J'ai arrêté d'essayer de l'impressionner avec des couverts impeccables ou en me souvenant quel enfant ne mangeait plus quoi. Rien de tout cela n'avait d'importance. Plus j'essayais, plus je devenais invisible. David a changé avec elle. Il est devenu plus efficace. C'est le mot qu'il utilisait toujours quand on parlait. Efficace. Comme si la famille était quelque chose à mieux gérer. Nos appels téléphoniques se sont transformés en bilan trimestriel. Salut maman. Je prends de tes nouvelles. Puis 15 minutes de conversation polie et vide de sens. Puis, bon, je dois répondre à un appel. Répondre à un appel. C'était toujours comme ça que ça se terminait. Je m'adaptais sans cesse à cette nouvelle normalité. Quand ils ont acheté leur maison, la grande avec 5 chambres et une pelouse impeccable, je les ai félicités. Il m'a dit qu'ils auraient besoin d'aide pour la compte. Juste un petit peu en dessous du montant exigé par la banque. Juste une petite marge de sécurité, a-t-il dit. J'ai viré l'argent cette semaine-là. Il n'en a plus jamais reparlé. Puis sont venues les demandes toujours présentées comme temporaires. Des cours de piano, un acompte pour une école privée, une réparation de voiture, des frais de colonie de vacances, la rénovation de la cuisine. L'agence immobilière de Rebecca avait besoin d'une mise à jour de son site web. Je pouvais l'aider? Seulement si tu es d'accord, maman, répondait David, sachant déjà que je dirais oui. Et je disais oui. À chaque fois. Parce que je pensais que c'est ce que font les mères. On donne jusqu'à épuisement, et puis on donne encore un peu. Et s'ils ne disent pas merci, eh bien, peut-être qu'ils sont juste occupés. Peut-être que leur bonheur est leur seule gratitude. Peut-être que l'amour ne s'exprime pas toujours comme on le voudrait. Mais au fil des années, j'ai remarqué des choses. Des petites choses. Comme le fait que mon anniversaire soit devenu une simple formalité. Que personne n'est appelé pour l'anniversaire de la mort de Thomas. Comme Rebecca levait les yeux au ciel quand je parlais trop longtemps. Comme les enfants, surtout les 2 aînés, commençaient à imiter l'attitude de leurs parents. Comme la façon dont ils consultaient leur téléphone pendant le dîner. Comme la façon dont ils m'appelaient « grand-mère », comme si c'était une simple formalité, comme si j'étais une invitée. La seule qui me voyait vraiment était la plus jeune, Emma, 12 ans, studieuse, les yeux encore grands ouverts. Elle me glissait des petits mots sur des bouts de papier quand personne ne regardait. « Tes biscuits sont les meilleurs. Ne le dis pas à maman, mais j'aime ton parfum. J'aimerais que tu habites avec nous. » Mais même elle commençait à prendre ses distances. Je le sentais. L'atmosphère dans cette maison était pesante,
et je ne pouvais pas reprocher à une enfant d'apprendre à nager avec elle. Il y a un dîner dont je me souviens très bien. Il y a 3 ans. Nous étions tous assis autour de leur immense table, 12 personnes, assez de place pour un restaurant. J'avais apporté un poulet rôti, des petits pains maison et les barres au citron qu'Emma adorait. Personne n'y a touché. À un moment donné, j'ai évoqué Thomas, une vieille blague qu'il racontait quand David était petit. Un silence s'est installé à table. Rebecca a pris le verre de vin et a dit « N'allons pas ressasser le passé, Margaret. Ça fait des années. » Je l'ai fixé du regard, puis j'ai regardé David. Il ne m'a pas défendu. Il ne m'a même pas regardé. Il a continué à couper son steak. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et je suis restée assise dans ma voiture, garée dans l'allée, pendant une demi-heure avant d'entrer. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le silence dans la voiture était encore plus réconfortant que celui que je venais de quitter. C'est cette nuit-là que j'ai compris. Mon fils ne m'aime pas. Il ne me respecte pas. Il me tolère quand je lui suis utile et me rejette quand je ne le suis pas. Et le plus douloureux? Je continuais de l'aimer. Jusqu'au moment où il m'a traité de sorcière aux funérailles de Thomas. C'est alors que le dernier fil s'est rompu. C'est alors que j'ai cessé de me demander pourquoi et que j'ai commencé à me préparer à la suite. La première fois que j'ai vraiment douté des intentions de David, ce n'était pas après une parole blessante, un anniversaire manqué, ni même cette humiliation silencieuse à table. C'était à cause d'un tableur. Il me l'a envoyé par email. Rebecca m'avait transféré un document préparé. Pas de salutation, pas d'explication. Juste un tableau clair et codé par couleur détaillant les dépenses familiales communes. En haut, contribution du foyer Patterson. En dessous, 3 colonnes intitulées « Éducation »,« Propriété » et « Amélioration du mode de vie ». Le ton était froid, clinique, comme lorsqu'on présente un budget au travail. Et tout en bas, en gras, déficit prévisionnel, T3, 17 400 $. Je me souviens être resté là, à fixer ce chiffre comme si c'était une blague. Pas un « Salut maman. J'espère que tu vas bien ». Pas un « Dis-nous si c'est trop ». Juste ce chiffre et en dessous, une petite phrase de David. Pouvez-vous nous aider à couvrir ça? La boîte de Rebecca se développe et on est débordé jusqu'au prochain trimestre. Couvrir ça. Comme si j'étais une banque ou une corde au-dessus du vide. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'ai même pas ouvert mon application bancaire, même si c'était mon premier réflexe. Au lieu de ça, j'ai imprimé le tableau et je l'ai longuement contemplé. Le fait de l'avoir sous les yeux sur papier rendait la chose moins absurde. Ou peut-être plus. Éducation, 6 000 $. Frais de scolarité dans une école privée. Propriété, 8 200 $. Nouvelle isolation, aménagement paysager, réparation des gouttières. Amélioration du confort, 3 200 $. Abonnement à la salle de sport, séjour bien-être en famille et quelque chose simplement intitulé « Amélioration du système de refroidissement de la cave à vin ». C'est ce dernier point qui m'a fait rire. Pas par humour. C'était le genre de rire qui surgit parce que le corps ne sait plus quoi faire face à l'incrédulité. Je n'ai jamais répondu à ce courriel, pas directement. Mais une semaine plus tard, j'ai viré 10 000 $. C'était la somme que je pouvais me permettre. Je n'ai pas joint de message. Je n'ai pas reçu de remerciements. Quelques mois plus tard, ils m'ont invité à bruncher. Rebecca avait préparé une sorte de quiche à la croûte d'avoine que j'ai fait semblant d'apprécier. Nous étions assis dehors, dans leur jardin fraîchement aménagé, sous une nouvelle structure en bois recouverte de lierre. David a complimenté le nouveau mobilier de jardin. C'était un investissement, a-t-il dit en regardant Emma tournoyer dans l'herbe. C'est ici que nous créons nos souvenirs. J'ai siroté mon café et souri poliment. Le mobilier était joli. Mais il n'était pas à moi. Peu après, j'ai commencé à tenir un dossier. Un simple classeur dans le tiroir du bas de mon bureau. Chaque fois que je leur envoyais de l'argent pour les études, les réparations de la maison, les voyages, les frais médicaux, le sport, j'imprimais la confirmation et je la classais. Non pas parce que je voulais être remboursé. Je ne m'y attendais pas. Mais parce que j'avais besoin de la voir. Il me fallait voir noir sur blanc la vie que je finançais en silence. Au moment du décès de Thomas,
Le dossier faisait 7 centimètres d'épaisseur. Un jour, je me suis assise et j'ai tout additionné. Chaque centime. Chaque cadeau qui n'en était pas un. Chaque service rendu sous couvert d'un besoin familial. Le chiffre tout en bas m'a figé. 182 450 $. Sans compter les chèques d'anniversaire. Sans compter la voiture que je leur ai léguée. Sans compter les repas, les courses, les vacances, ni l'aide au remboursement de l'hypothèque d'il y a des années. J'ai repensé à toutes les fois où ils m'avaient dit, au fil des ans, qu'ils allaient bien. À tous ces moments où ils avaient parlé d'autonomie, de limites, de valeurs parentales modernes. Et moi, j'étais là, assise à mon bureau, fixant un chiffre qui représentait plus de 40 ans de sacrifices discrets et dévoués. Et pourtant, ils me voyaient encore comme un fardeau. Pourtant, ils me voyaient encore comme la sorcière. Ce mot me pesait sur les épaules à cette époque. Sorcière. Rebecca ne l'a pas dit, mais je l'ai vu dans ses yeux quand je corrigeais la grammaire de son fils. Quand je pliais mal les serviettes. Quand je posais trop de questions à table. Vieille, dépassée, un peu encombrante. Je ne suis pas idiote. Je sais comment on me perçoit quand j'entre dans une pièce, maintenant. Invisible jusqu'à ce que je devienne gênante. Mais je ne m'y attendais pas de la part de mon propre sang. Pas de la part du garçon qui m'apportait des pissenlits. Du garçon qui m'a supplié de ne pas le quitter le jour de sa rentrée. Mais la vie n'attend pas nos attentes. Et l'amour, comme je l'ai appris, peut se redéfinir sans prévenir. Se transformer discrètement en devoir, puis en ressentiment. Et me voilà maintenant, assise dans cette maison dont j'avais rêvé de faire résonner les rires de mes petits-enfants, un dossier rempli de preuves que l'amour, du moins de leur part, avait depuis longtemps laissé place aux factures. Mais je n'étais pas amère. Plus maintenant. L'amertume est un lourd fardeau, et j'en ai assez porté. Ce que je ressentais, c'était de la clarté. Et cette clarté, pour la première fois depuis des années, était comme une paix intérieure. Sophie est venue ce dimanche-là, comme toujours. 2 petits coups, puis la porte s'est ouverte avant même que je puisse répondre. Elle n'attendait jamais qu'on l'invite. Elle savait qu'elle l'était toujours. « Bonjour, mamie », dit-elle en sortant de la pluie et en secouant les gouttes de son manteau. « Je t'ai apporté quelque chose. » Elle me tendit un sac en papier. À l'intérieur, des muffins aux myrtilles encore chauds, emballés dans du papier sulfurisé et ficelé. Fait maison, bien sûr. Sophie cuisinait comme sa mère, sans prétention, mais avec amour. La cuisine embaumait le sucre et le beurre, et pendant un instant, j'ai eu l'impression de revivre la vie d'avant, avant que tout ne se complique. Nous étions assis à la table, celle-là même que Thomas avait construite 50 ans plus tôt, quand nous louions encore notre premier appartement. La finition était un peu ternie, mais elle était solide. Comme la plupart des choses qui durent. « Comment va le travail ?» demandai-je en versant du thé. Elle soupira. « Comme toujours. La librairie est calme. Tout le monde fait ses achats en ligne ces temps-ci. Mais j'aime bien y être. Ça sent le papier, la poussière et les vieilles histoires. C'est une bonne odeur. » Elle coupa un muffin en 2 et m'entendit un morceau. « Et toi? Comment vas-tu » Cette question, simple, sincère, et si rarement posée par ma famille qu'elle m'a presque déstabilisée. « Ça va, dis-je. Je me réhabitue au calme. » Elle hocha la tête, scrutant mon visage comme seul quelqu'un qui vous voit vraiment peut le faire. « Tu as l'air fatiguée, dit-elle doucement, mais aussi plus légère. » Je souris légèrement. Ce n'est peut-être pas un hasard. Elle sourit. « As-tu enfin dit à tante Rebecca ce que tu pensais de ces coussins ?» Cela me fit rire. Un rire sincère et surpris. « Non, mais j'ai pris une décision qui va probablement lui couper l'appétit. » Sophie haussa un sourcil. « Devrais-je m'inquiéter ?» Pas du tout. Soulagée, peut-être. Je ne lui ai pas raconté les détails de ce que j'avais fait. Pas encore. Le Nouveau Testament, la fiducie, les noms discrètement rayés. Elle n'avait pas besoin de savoir ça. Pas maintenant. Mais elle a dû sentir quelque chose. Elle le sentait toujours. Elle parcourut la pièce du regard, son regard s'arrêtant sur une photo de Thomas tenant un David beaucoup plus jeune, un petit garçon au sourire en coin. « Grand-père a l'air si fier sur cette photo, dit-elle. » Il l'était, répondis-je. Il l'a toujours été.
Il voulait le meilleur pour ton oncle. Et il a compris, dit-elle doucement. Mais pas comme il l'imaginait. Cette fille est perspicace, pensai-je, tout comme sa mère. Nous avons passé le reste de la matinée à parler de choses et d'autres. Ses cours, son chat, le nouveau voisin quittant la pelouse trop près de mes rosiers. Son rire était comme le soleil sur l'eau. Cela me rappela que l'amour ne disparaît pas simplement parce qu'il change de forme. Parfois, il saute des générations et se pose exactement là où on en a le plus besoin. Quand elle est partie, elle m'a serré fort dans ses bras. Une étreinte si forte qu'on sent le cœur de la personne qui bat. Tu sais, dit-elle, tu es la seule personne que je connaisse qui ne fasse jamais semblant. C'est comme si tu vivais en phrase complète, alors que tous les autres se contentent de points. Je n'ai pas tout de suite compris ce qu'elle voulait dire, mais je l'ai pris comme un compliment. Après son départ, je suis restée à la fenêtre à regarder sa voiture disparaître au bout de la rue. La pluie avait cessé, laissant le monde immaculé, l'air vif et pur. Je me suis retournée vers la cuisine et j'ai vu sa tasse toujours sur la table, un demi-muffin à côté. Des miettes, des traces de thé et quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'espoir. Cet après-midi, j'ai appelé la banque. La femme qui a répondu avait une voix jeune, peut-être trop jeune pour comprendre la gravité silencieuse de ce que je faisais. Je voudrais apporter quelques modifications à mes comptes, lui ai-je dit. Je viendrai demain matin. Elle a confirmé mon rendez-vous et m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour préparer des documents. Je me débrouillerai seule, ai-je répondu. Cela suffira. Puis j'ai appelé Robert. Je veux finaliser la fiducie, lui ai-je dit. Officialiser les choses. Il m'a dit qu'il pourrait préparer les documents en 2 jours. Après avoir raccroché, j'ai parcouru la maison, touchant les murs, les étagères, les petits objets chargés de souvenirs. La pipe de Thomas, ma boîte à couture, la théière ébréchée de notre lune de miel à Brighton. Toutes ces choses qui avaient symbolisé notre foyer. Et j'ai compris qu'aucune d'elles ne valait quoi que ce soit pour ceux que j'avais jadis appelés ma famille. Pour David, ce n'étaient que de vieux objets, des vestiges d'une vie qu'il avait déjà effacée de son histoire. Mais pour Sophie, chaque objet avait une âme. Elle demandait d'où il venait, qui les avait fabriqués, ce qu'ils représentaient. Elle voulait les histoires, pas l'argenterie. Et c'est là, me suis-je dit, la différence entre héritage et legs. L'héritage, c'est de l'argent. Le legs, c'est du sens. L'un s'épuise. L'autre demeure. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Sans somnifère, sans me retourner sans cesse. Juste un sommeil profond et paisible, comme un jardin enfin arrosé après une longue sécheresse. Au matin, je me suis réveillée avec la lumière du soleil qui inondait la pièce et j'ai pensé, c'est peut-être ça, la paix. La dernière fois que j'ai dîné avec David et sa famille avant la mort de Thomas, c'était l'une de ces soirées dont on ne réalise l'importance que bien plus tard. Le genre de soirée qui paraît banale en apparence, mais qui laisse une empreinte indélébile. C'était un dimanche, à la fin du printemps. Le ciel était encore pâle à 7 heures, l'air embaumait l'herbe coupée. Je m'en souviens car Thomas était faible cette semaine-là et j'avais failli rester à la maison pour veiller sur lui. Mais David a appelé. « Maman, Rebecca dit que tu devrais venir dîner. Ce sera simple. » J'ai perçu le ton dans sa voix. Non pas de la chaleur, mais du devoir. J'ai quand même dit oui. Comme toujours. À mon arrivée, Rebecca m'a accueilli à la porte, portant un tablier où il était écrit « Embrasser la cuisinière », même si elle avait l'air de préférer qu'on ne la touche pas. Un parfum d'agrumes flottait dans l'air. Ces bougies sentaient toujours le luxe, comme dans un grand magasin qui en fait trop. « Margaret, tu es arrivée », s'exclama-t-elle, comme si j'étais une invitée surprise. « Enlève tes chaussures, s'il te plaît. La moquette est neuve. » J'acquiesçai et les retirai, m'appuyant contre le mur comme une écolière qui aurait oublié les bonnes manières. David apparut du salon, téléphone à la main, sans lever les yeux tout de suite. « Salut maman », dit-il d'un air absent. « Tu as trouvé l'endroit ?» Comme si je n'y venais plus depuis des années. Le dîner était prévu pour 6 heures, même si nous n'étions que 5 ce soir-là. Les jumeaux étaient partis à une sortie scolaire. Emma était assise à côté de moi, coloriant tranquillement tandis que Rebecca déplaçait les assiettes comme si elle aménageait un showroom. « J'ai essayé une nouvelle recette, dit-elle.
Du thon poêlé avec un glaçage au sésame. Quelque chose de léger. Je souris poliment. Ça a l'air délicieux. Elle versa du vin avant même que quiconque ne s'assoie, s'assurant toujours que son verre soit plein en premier. La conversation s'engagea sur des sujets futiles, le travail, le marché, le nouveau chien du voisin. Rebecca se remit à parler de rénovation. On pense agrandir la cuisine, dit-elle. Peut-être ajouter un îlot. L'entrepreneur dit que ça augmentera la valeur de la maison d'au moins 10%. David hocha la tête en mâchant. Il nous faut juste payer l'acompte avant le renouvellement du crédit. Je sentis leur regard se tourner vers moi avant même qu'ils ne parlent. C'était presque comique, toute cette mise en scène. Un silence, un sourire, un soupir. Rebecca posa sa fourchette. Bien sûr, on ne s'attend pas à ce que tu nous aides, dit-elle gentiment. Mais si tu voulais investir dans la propriété, ce serait avantageux pour nous deux. Ton nom figurerait sur l'acte de propriété, évidemment. Investir. J'ai failli rire. Il le présentait comme si c'était moderne, si respectable, comme s'il ne parlait pas d'emprunter de l'argent à leur mère de 70 ans. Je remuai mon verre de vin sans rien dire. Emma me donna un coup de coude sous la table et murmura « Non, mamie ». Elle avait dû le sentir venir. La demande polie, la manipulation habile. Les enfants en savent toujours plus que les adultes ne le croient. Je regardai David et Rebecca. J'y réfléchirai, dis-je d'un ton égal. Mais je préfère ne rien précipiter. Le sourire de Rebecca ne faiblit pas, mais son regard se glaça légèrement. Bien sûr. Nous pensions simplement que tu aimerais faire partie de la famille. C'est là que les enfants grandiront. Une partie de la maison familiale ? Comme si je ne l'avais pas construite moi-même, brique par brique, avec les heures supplémentaires de Thomas et mes rideaux chinés. J'ai souri. C'est merveilleux, ma chérie. Tu as déjà créé un endroit magnifique. Le dîner a continué. Personne n'a plus abordé le sujet, mais l'atmosphère restait tendue, comme un fil trop tendu. Quand le dessert est arrivé, une tarte au citron que Rebecca avouait ne pas avoir faite elle-même, le silence s'est installé. Seul le léger bourdonnement du réfrigérateur et le cliquetis des fourchettes venaient troubler le silence. David l'a rompu. « Maman, dit-il, je voulais te demander. As-tu finalement fait appel au conseiller financier que je t'avais recommandé ? » Oui, ai-je menti ? Il a dit que tout était stable. Tant mieux, a-t-il dit rapidement, un soulagement éclairant son visage. Il ne posait pas la question par inquiétude. Il voulait savoir s'il restait de l'argent. Quand je suis partie ce soir-là, Emma a couru derrière moi alors que j'enfilais mes chaussures. Elle glissa quelque chose dans ma paume, une petite grue en papier plié. « Pour que tu ne m'oublies pas, murmura-t-elle. « Je ne pourrai jamais, répondis-je en la serrant dans mes bras. Elle sentait la vanille et les crayons de couleur. David me raccompagna jusqu'à la porte, mais ne me fit pas d'accolade. Rebecca me fit un signe de la main depuis la salle à manger sans lever les yeux de son téléphone. Sur le chemin du retour, je me sentais étrangement lucide. Plus blessée, j'avais tourné la page depuis longtemps. Juste consciente. C'était comme si quelqu'un avait enfin allumé la lumière dans une pièce où j'avais erré pendant des années. Je voyais les choses telles qu'elles étaient. La politesse qui n'était pas de la gentillesse. Les demandes qui n'étaient pas de l'amour. L'inclusion qui n'était en réalité que de la pitié. En arrivant à la maison, Thomas était assis dans son fauteuil, lisant le journal. Il leva les yeux et sourit. « Bon dîner. » Je posai mon sac et l'embrassai sur le front. « Ça m'a ouvert les yeux, dis-je. » Il plia le journal en m'observant. « Tu as fini, n'est-ce pas ? » « Presque, dis-je. » Et il sourit, comme s'il attendait cette réponse depuis longtemps. Le deuil est étrange. Il ne survient pas quand on s'y attend, et il ne nous submerge pas d'un coup. On pense qu'il nous frappera le jour des funérailles, dans la chambre vide, ou lorsqu'on prendra une brosse à dents qui n'est pas la sienne. Mais le vrai deuil s'insinue sournoisement dans les moments de calme. Comme lorsqu'on retrouve ses chaussures exactement là où il les avait laissées, et qu'on réalise qu'on ne les déplacera jamais. J'ai passé une journée entière assise dans le fauteuil de Thomas. Il avait gardé sa forme. Il y avait des mots dans le tiroir de la table de chevet. Des listes de courses. Des pense-bêtes griffonnées de sa main impatiente et penchée.
Acheter des œufs. Réparer l'ampoule du Porsche. Dis à Margaret que je l'aime. Ce dernier mot m'a fait plier le papier et le serrer contre ma poitrine. Cela faisait presque 1 an qu'il était parti. Le temps que les condoléances se tarissent, que les repas préparés cessent d'arriver, que l'on commence à employer des expressions comme « tourner la page ». Je n'avais pas tourné la page. J'étais resté là, dans la maison que nous avions construite, respirant encore tous les espaces qu'il occupait autrefois. Mais maintenant, je commençais à ressentir autre chose. Pas seulement du chagrin, pas seulement de la tristesse. Quelque chose comme de la détermination. Parce que je ne pleurais plus seulement Thomas. Je pleurais le fantasme de la famille auquel je m'étais accroché longtemps après qu'il se soit effondré. Après ce dernier dîner et après les funérailles, j'ai cessé d'appeler. J'ai cessé de proposer. J'ai cessé de donner. Non pas pour punir. Pour me préserver, surtout. J'avais tant donné au fil des ans du temps, de l'argent, des émotions, et demandé si peu qu'ils avaient oublié que je pouvais demander quoi que ce soit. Ils avaient pris mon amour pour de la faiblesse. Mon silence pour une permission. Mais Thomas ne l'aurait jamais permis. Tu n'es pas faite pour être insignifiante, m'avait-il dit un jour. Tu es faite pour prendre de la place. Je n'avais pas eu l'impression d'occuper de l'espace depuis des années. Alors j'ai commencé à le reconquérir. Petit à petit. D'abord, j'ai annulé les virements mensuels que David n'accusait jamais réception. Ensuite, j'ai clôturé la ligne de crédit commune qu'il m'avait un jour convaincu de co-signer, au cas où. La guichetière a paru surprise, mais ne m'a rien demandé. Quand elle m'a demandé la raison, j'ai répondu, je réévalue mes priorités. Ça sonnait très moderne. Elle a souri et hoché la tête. J'ai commencé à vider la chambre d'amis. Celle que j'avais toujours gardée prête pour des visites qui n'arrivaient jamais. J'ai rangé les jouets que les enfants avaient depuis longtemps délaissés, plié le linge de maison en plus et ouvert grand les fenêtres. Cette pièce allait devenir autre chose. Plus un sanctuaire pour des gens qui ne prenaient même pas la peine de venir. Peut-être un atelier de couture. Peut-être juste un espace pour moi. Et j'ai fouillé le grenier pour la première fois depuis des années. Les cartons de Thomas, bien sûr, ses livres universitaires, ses cannes à pêche, sa collection de montres mais aussi de vieux albums photos. Des lettres que j'avais écrites sans jamais les envoyer. Les reçus de tous les grands voyages en famille que nous avions payés. Une boîte étiquetée, Colonie d'été David 1989, contenait toutes les cartes postales qu'il m'avait envoyées. Tu me manques, maman. La nourriture de la colonie est dégoûtante. Je t'aime, David. Assise par terre, serrant ses cartes contre moi, j'essayais de faire le lien entre le garçon qui les avait écrites et l'homme qui me considérait désormais comme jetable. Peut-être avait-il toujours été sur cette voie. Ou peut-être que la distance ne venait pas de lui. Peut-être qu'elle venait de moi. À chaque choix que j'ai fait pour maintenir la paix, pour lui faciliter l'enfance sans responsabilité, je l'ai laissé croire que l'amour était gratuit. Je les ai tous laissés le croire. Mais l'amour a un prix. Il le devrait. Pas en argent. En attention. En présence. En volonté de prendre le relais quand l'autre est fatigué. J'ai repensé à Sophie. À sa douceur, à sa constance. À la façon dont elle ne demandait jamais rien, mais était toujours présente. Son amour était naturel, non pas parce qu'il était gratuit, mais parce qu'elle le donnait sans condition. J'ai décroché le téléphone et composé le numéro de Robert. Je suis prête, ai-je dit. Pourquoi faire, a-t-il demandé. Pour arrêter de faire semblant, ai-je répondu. Pour arrêter de laisser faire. Très bien, a-t-il dit sans hésiter. Viens demain. On en finira. Après avoir raccroché, je suis allée au placard et j'ai sorti le manteau noir que je n'avais pas porté depuis les funérailles de Thomas. Non pas que je comptais le remettre, mais parce que j'avais besoin de le toucher une dernière fois. J'ai passé mes doigts sur le revers, puis je l'ai plié soigneusement et je l'ai mis dans le tas des dons. Certains chagrins, on les porte. D'autres, on les laisse partir. Ce soir-là, je me suis assise près de la cheminée et j'ai allumé une petite bougie. Pas pour Thomas, je n'avais pas besoin de flamme pour me souvenir de lui. J'ai allumé la flamme pour la femme que j'étais. Celle qui donnait tout sans rien demander en retour. Celle qui s'est laissée effacer. Et puis je l'ai éteinte. Demain,
j'irai au bureau de Robert pour finaliser un nouveau testament. Demain, j'appellerai la banque pour transférer des biens au nom de Sophie. Demain, j'arrêterai d'attendre qu'on m'invite et je commencerai à choisir ma place. Demain, je ne serai plus celle qui implorait qu'on me remarque. Demain, je serai celle qui regarde devant elle, les yeux grands ouverts. Le bureau de Robert était exactement comme dans mon souvenir. Un joyeux désordre, d'une manière charmante et décontractée, avec trop de livres et pas assez de place pour les rangers. Il n'avait pas changé son tapis depuis les années 90. Il arborait toujours ce motif bordeaux délavé, avec une tache de café près de la fenêtre. J'aimais ça chez lui. Certaines choses restaient volontairement les mêmes. « Margaret, dit-il en se levant à mon entrée. Tu as bonne mine. » J'ai l'air déterminé, répondis-je. C'est tout comme. Il esquissa un sourire sec et me désigna la chaise en face de son bureau. Je m'assis en lissant ma jupe. Mes mains étaient fermes. Cela me surprit. Je pensais qu'elle tremblerait. Tout est prêt, dit-il en tapotant le dossier devant lui. Nouveau testament, transfert des actifs de la fiducie, mise à jour des bénéficiaires. J'ai ajouté une clause de révocation, donc le testament précédent est entièrement annulé. Et j'ai respecté votre demande de supprimer toute mention de David et de ses enfants. Bien, dis-je. Et la fiducie. Au nom de Sophie. Irrévocable, comme nous l'avons évoqué. Elle aura accès aux intérêts dès maintenant, et au capital à ses 30 ans. Vous avez constitué un capital suffisant pour assurer son avenir. J'ai acquiescé. C'est tout ce que je voulais. Robert a ajusté ses lunettes et m'a longuement regardé. Vous n'êtes pas la première mère à venir ici déçue, a-t-il dit prudemment. Mais vous êtes la première à ne pas le faire par dépit. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je répondu. C'est de la clarté. J'ai donné sans condition pendant des décennies. Maintenant, je donne à qui de droit. Il m'a tendu les documents un à un. Initial ici et ici. Cette page confirme le transfert du chalet de plage à la fiducie. J'ai hésité. Thomas adorait ce chalet. Il avait l'habitude de s'asseoir sur le quai le soir, un cigare à la main et un roman policier, les pieds dans le vide. J'ai pensé à Sophie, pieds nus, canne à pêche à la main, me demandant quel genre d'oiseau poussait ce cri mélancolique dans les arbres. Des huards, lui ai-je répondu. Ils ont l'air seuls, mais ils ne le sont pas. J'ai signé la page. Une fois que tout fut terminé, Robert croisa les mains. Tu en es sûr? Oui. Veux-tu que je prévienne David? Non, ai-je dit. Laisse-le goûter au silence pour une fois. Il n'a pas protesté. Il a simplement hoché la tête. Je me suis levé, rassemblant mes affaires. Margaret, a-t-il dit alors que j'atteignais la porte. Je me suis retourné. Tu as bien fait, a-t-il dit. Même si tu n'en as pas encore l'impression. Je me sens bien, ai-je dit. C'est comme respirer après avoir retenu son souffle trop longtemps. Dehors, l'air était frais et vif, et le ciel d'un gris doux et uniforme. Le genre de journée qui ne vous demande rien. J'ai marché 2 rues jusqu'à la banque. À l'intérieur, la réceptionniste m'a reconnu. Madame Patterson, pile à l'heure. J'ai rencontré le directeur de l'agence, un homme rondouillard et aimable nommé Paul, qui portait des pulls même en juin. Nous avons passé en revue les virements. Plusieurs comptes ont été regroupés, 2 clôturés, et un nouveau compte de fiducie ouvert au nom de Sophie. Tous les prélèvements automatiques liés au foyer de David ont été annulés. Les autorisations de crédit ont été révoquées. Les droits de cosignature supprimés. Paul semblait un peu nerveux à la fin. C'est un changement important. Je voulais juste m'assurer que vous soyez à l'aise. Je ne suis pas seulement à l'aise, ai-je répondu. J'agis enfin comme une personne qui connaît sa valeur. Il a souri. Avant de partir, je lui ai demandé d'imprimer un récapitulatif de solde. Je voulais le voir. Tout, en chiffres. La preuve que ce que Thomas et moi avions construit discrètement, patiemment, pendant des décennies n'avait pas été vain. Que nous pouvions encore lui donner un sens. En rangeant le papier dans mon sac, j'ai senti une paix intérieure s'installer dans ma poitrine. Ni tristesse, ni soulagement. Juste une paix intérieure. Celle qu'on ressent après avoir posé un poids et réalisé qu'on n'a plus à le porter.
Ce soir-là, j'ai appelé Sophie. Salut, mamie, a-t-elle répondu, essoufflée. J'allais justement t'appeler. J'ai reçu tes muffins. Ils étaient magiques. Je n'ai pas fait de muffins, ma chérie. Un silence. Alors qui? Elle rit. Attends. Tu as envoyé autre chose? Pas encore, dis-je. Mais j'ai fait quelque chose pour toi aujourd'hui. Quelque chose qui ne rentre pas dans une boîte. Devrais-je m'inquiéter? Pas du tout, dis-je. Mais peut-être garder espoir. Elle resta silencieuse un instant. Ça va, grand-mère. Maintenant, oui. Elle n'en demanda pas plus. C'est ce que j'aime chez elle. Elle sait laisser le silence parler quand il le faut. Nous avons bavardé encore un peu. Rien de bien important. Juste la pluie et le beau temps et son nouvel auteur préféré. Puis nous nous sommes souhaité bonne nuit. Après avoir raccroché, je me suis rassis dans le fauteuil de Thomas. Cette fois, j'avais l'impression qu'il était à moi. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas le sentiment de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. La cabane de plage n'avait jamais été qu'un refuge temporaire. Une petite construction en bois que Thomas avait bâtie avec son frère dans les années 70, à l'époque où les vacances se résumaient à préparer des sandwichs et à chasser les moustiques. Elle n'avait ni isolation, ni télévision, ni lave-vaisselle. Les meubles étaient dépareillés. Le plancher grinçait comme s'il recelait des secrets. Mais je l'adorais. Et surtout, Thomas aussi. On y passait des week-ends entiers, sans programme. Il pêchait. Je lisais. Parfois, on jouait au Scrabble et on se disputait pour savoir si les mots inventés comptaient. Pas de réseau, pas d'horaire. Juste nous deux. Après sa mort, j'ai évité l'endroit. Trop de souvenirs. Mais maintenant, la succession étant réglée et le titre de propriété transféré, je devais y retourner. Non pas pour faire mon deuil, mais pour la laisser partir. Pour la transmettre comme un témoin entre deux mains sûres. J'ai appelé Sophie. Tu veux faire un tour en voiture ce week-end? À la cabane. Oui, a-t-elle répondu. C'est le moment. Nous sommes partis au samedi. Elle avait apporté des encas et une playlist qui mêlait James Taylor et un truc appelé Indie Folk Electronica. Un genre que je ne comprenais pas mais que je trouvais étrangement apaisant. Au début, on n'a pas beaucoup parlé. La route s'étendait devant nous et le silence était agréable. Quand on s'est garé sur l'allée de gravier, les arbres se sont ouverts comme de vieux amis. C'est plus petit que dans mon souvenir, dit Sophie en sortant de la voiture. La plupart des choses le sont, répondis-je. On a commencé par faire le tour de la propriété. Les parterres étaient envahis par les mauvaises herbes, mais le romarin était toujours là, aussi tenace que jamais. Les volets étaient légèrement de travers, mais la balancelle tenait bon. Thomas l'avait renforcée après que David l'eut cassée en sautant de la balancelle quand il était petit. À l'intérieur, tout sentait le cèdre et le thym. Sophie passa ses doigts sur les étagères, prit un vieux échiquier, trouva la boîte en métal où Thomas rangeait ses allumettes et ses petites pièces. On dirait que c'est réel, dit-elle. Comme si on se souvenait de toi. Il se souvient de nous tous, dis-je. Même des moments qu'on a oubliés. Nous avons passé la journée à aérer, balayer, enlever les toiles d'araignée des fenêtres. Sophie a retrouvé la vieille canne à pêche de Thomas et l'a dépoussiérée soigneusement. Il me laissait la tenir, dit-elle. Même quand j'emmêlais la ligne. Ça ne le dérangeait pas. Je lui ai montré où se trouvait le tableau électrique de la fosse septique, comment réinitialiser le chauffage, où était cachée la clé de secours dans la vieille statue de hibou. Elle a pris des notes dans un petit carnet à spirale, et a même dessiné un minuscule plan. L'après-midi, nous nous sommes assis sur la véranda avec du café et avons regardé la lumière se refléter sur l'eau. L'eau était calme, comme un miroir. Ce lac m'apaisait toujours. Non pas parce qu'il était spectaculaire ou grandiose, mais parce qu'il restait immuable. Saison après saison, il restait le même. Je me suis tournée vers elle. Il est à toi maintenant. Elle a cligné des yeux. Quoi? Le chalet. Je te l'ai cédé. Elle m'a dévisagé. Attends. Tu veux dire que c'est dans la fiducie? Officiel. Légal. C'est fait. Grand-mère. Sa voix se brisa. Pourquoi?
Parce que tu comprends ce qu'est cet endroit. Et parce que tu n'as jamais rien demandé. Elle s'essuya la joue et sourit. Alors je suppose que je devrais te remercier. Tu viens de le faire. Nous sommes restés jusqu'au crépuscule, fermant la maison à clé au moment où les grillons commençaient leur chant. Avant de partir, elle a jeté un dernier coup d'œil au porche. Je crois que je vais le repeindre, dit-elle. La même couleur. Juste un peu de fraîcheur. Bien, dis-je. Ne le laisse pas pourrir simplement parce qu'il est vieux. Ce soir-là, de retour chez moi, j'ai ouvert ma boîte mail. David m'avait envoyé un courriel. Objet. Demande urgente. Je l'ai fixé un moment avant de cliquer. À l'intérieur, une longue explication sur la hausse soudaine de leur taux d'intérêt, les retards de paiement de la société de Rebecca, et leurs difficultés financières passagères. Il terminait ainsi. Seriez-vous d'accord pour vous porter caution pour un prêt à court terme? Juste pour quelques mois. On le rembourserait vite. On a juste besoin d'un petit coup de pouce. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e. Puis j'ai appuyé sur supprimer. Pas de réponse. Pas d'explication. Juste le silence. Parce que certaines choses, une fois cassées, valent mieux ne pas y toucher. Et parce que j'avais déjà tout donné. J'ai regardé par la fenêtre. Le monde extérieur était silencieux. À l'intérieur, je ressentais une paix qui ne venait pas de ce que j'avais construit, mais de ce que j'avais enfin cessé de porter. Il n'a pas attendu longtemps. Le lendemain de la suppression du courriel, David a appelé. J'ai immédiatement reconnu la sonnerie. Un son qui autrefois m'apportait du réconfort, mais qui maintenant sonnait comme un avertissement. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai décroché. « Salut maman », dit-il d'une voix légère, assurée. « Tu as 1 seconde? » « Oui. » « Super. Je voulais juste savoir si le message que je t'ai envoyé hier était bien arrivé. Tu sais comment sont les filtres anti-spam. Il est arrivé. » Un silence. Puis, « D'accord, bien. Alors, qu'en penses-tu » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer. Non pas pour punir, mais pour faire place à la vérité. Une vérité qui avait longtemps manqué à nos conversations. Je crois, dis-je enfin, que j'en ai fait assez. Un autre silence. Mais cette fois, il était tendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non, David. Sa voix se fit plus dure. Non à la caution ou non à tout ça? La caution. Les prêts d'urgence. Le financement discret de ton train de vie. Non à cette illusion d'amour. Il rit un rire bref et sec. Waouh! C'est dur. Non, c'est honnête. Tu m'as traité de dur quand je ne souriais pas sur commande. Quand je posais des questions qui te déplaisaient. Mais là, je pose une limite. Alors tu vas nous laisser nous débattre. Tu ne te débats pas, dis-je calmement. Tu es mal à l'aise. C'est différent. Il expira longuement, d'un air théâtral. Ce n'est pas ton genre. Non, dis-je. Ce n'est plus la même personne à qui tu as appris à dire oui. Cette version-là n'existe plus. Le silence retomba. Puis le changement s'opéra. Je l'entendis. La gentillesse s'évanouit, remplacée par une froideur plus palpable. Lorraine avait prévenu que ça pourrait arriver, dit-il. Le deuil fait des choses étranges aux gens. J'ai failli sourire. Le deuil ne permet pas de voir les choses. Il supprime ce qui nous empêchait de les voir. Sa voix se durcit. Alors, tout ça, c'est une question d'argent. D'héritage. Vous nous excluez. Vous vous excluez vous-même, dis-je. Je ne fais que terminer ce que vous avez commencé. Je l'entendis déglutir. Après tout ce qu'on a fait pour vous. C'est alors que je ris. Pas cruellement, pas bruyamment. Juste un petit rire étouffé. Tout ce que vous avez fait pour moi. Il ne répondit pas. David, dis-je, tu ne peux pas réécrire l'histoire simplement parce que la fin ne te plaît pas. Tu as passé des années à me contrôler. À me rendre plus petite, plus silencieuse, plus utile. Et je t'ai laissé faire. Mais ça s'arrête maintenant. Un silence s'installa. Puis, tu vas le regretter. Non, dis-je doucement.
Si, tu le regretteras. Et je raccrochai. Il ne rappela pas. Mais Rebecca, si. 2 heures plus tard. Messagerie vocale. Sa voix était toujours aussi tranchante et assurée. Margaret, c'est Rebecca. Je voulais juste m'assurer que tu comprennes bien les conséquences de ta décision. Tu mets en péril la stabilité de ton fils, l'avenir de tes petits-enfants, tes relations avec cette famille. J'espère que tu en saisis toute la gravité. Je l'effaçai. Inutile de s'encombrer de choses qui, une fois prouvées, ne m'appartenaient plus. Ce soir-là, je préparais un dîner pour une seule personne. Un plat chaud, un repas tranquille. J'allumai une bougie non pas par cérémonie, mais pour la lumière. J'ai mangé en silence et j'ai trouvé que c'était meilleur que des années de fierté ravalée. Une fois la vaisselle faite, j'ai ouvert le vieil album sur l'étagère du salon, celui à la couverture en cuir craquelé. J'ai feuilleté les premières photos. Mariage, appartement, bébé. Je me suis arrêtée sur une photo de Thomas tenant Sophie sur la véranda de la cabane de plage. Il lui sourit comme si elle était la seule chose qui comptait au monde. Elle tient une pomme de pin, la fixant comme si elle recelait de la magie. Voilà à quoi ressemblait l'amour. Pas de facture. Pas de culpabilité. Pas d'obligation déguisée en famille. Juste de l'attention, de la bienveillance et de la présence. J'ai refermé le livre et l'ai posé délicatement sur la table. Le silence dans la maison n'était plus pesant. Ce n'était plus la solitude. C'était de l'espace. De l'espace pour que les bonnes choses s'épanouissent et que les mauvaises s'en aillent discrètement, comme il se doit. Les semaines ont passé. Plus d'appels. Plus de courriels. Plus de coups à la porte. David s'était tu. Non pas comme un enfant qui se replie sur lui-même par chagrin, mais comme quelqu'un qui tourne le dos une fois qu'il a compris qu'il ne peut rien faire. Je pensais qu'il y aurait peut-être un autre message vocal de Rebecca. Ou un de l'un des petits-enfants plus âgés. Quelque chose de convenu et de froid. Mais il n'y avait rien. Et à ma grande surprise, cela ne m'a pas manqué. La vie avait pris un nouveau rythme. Pas plus facile, juste plus clair. Je me réveillais tôt. Comme toujours. Le monde est plus doux à 5 heures du matin. J'ai préparé du thé, ouvert les fenêtres, laissé entrer la fraîcheur. J'ai lu davantage. Marché davantage. Cuisiner non pas parce que quelqu'un devait venir, mais parce que j'y prenais plaisir à nouveau. Et j'ai commencé à donner discrètement des choses. Des fragments d'une vie trop longtemps définie par l'attente. De vieux vêtements, de la vaisselle inutilisée, un tiroir plein de serviettes en lin que j'avais imaginé se déplier lors d'un grand dîner de famille imaginaire qui n'a jamais eu lieu. J'ai gardé les affaires de Thomas. Pas toutes, mais suffisamment. Sa pipe, ses lunettes de lecture, son exemplaire usé du « Vieil homme et la mer », avec les annotations en marge qu'il n'a jamais cessé d'écrire. Cet exemplaire a rejoint le tiroir de ma table de chevet, sous un sachet de lavande et le chapelet de ma grand-mère. Un après-midi, Sophie a appelé. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit. « Que veux-tu dire ?»« Plus légère. Comme si tu n'attendais plus rien. » J'ai marqué une pause, puis j'ai souri. « C'est vrai. Nous avons prévu de nous voir dimanche. » Elle apporta une tarte un peu trop à la cannelle, mais je n'y fis rien et un album photo qu'elle avait trouvé en triant les affaires de sa mère. « Je me suis dit que ça te plairait, » dit-elle en le posant sur la table. Maman avait écrit des légendes à la fin. L'écriture d'Émilie me frappa comme un doux coup. Articulée, théâtrale, pleine de petits cœurs sur les « i ». Je caressai ces mots du bout des doigts. La douleur ne disparaît jamais, mais elle se transforme. Elle devient moins vive, plus sacrée. Nous nous sommes assises ensemble sur le canapé, feuilletant l'album. Sophie posa sa tête sur mon épaule comme elle le faisait quand elle était petite. « Tu sais, » dit-elle doucement, « je crois que je ne l'ai jamais dit clairement, mais je suis fière d'être ta fille. » Ces mots me touchèrent. Non pas parce qu'ils étaient mignons, mais parce qu'ils étaient vrais. Elle avait le droit de le dire librement. « Je suis fière de te laisser quelque chose, » dis-je. Pas seulement des objets. Quelque chose de concret. Elle hocha la tête. « Je veux m'en occuper. Le chalet, les souvenirs. Toi. Je sais que tu le feras. » Quand elle est partie ce soir-là, je suis restée près de la fenêtre à la regarder s'éloigner en voiture.
La lumière du porche a vacillé une fois, puis s'est stabilisée. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Sans adresse d'expéditeur. L'écriture de David sur l'enveloppe. Je suis restée assise avec elle pendant 1 heure avant de l'ouvrir. À l'intérieur, un petit mot. Maman, je ne prétends pas comprendre tes choix. Mais j'espère que tu en comprends les conséquences. Tu as coupé les ponts avec bien plus que de l'argent. Tu as coupé les ponts avec ta famille. Si c'était ton but, félicitations. David, pas de « je t'aime ». Pas de « prends soin de toi ». Juste ça. J'ai plié la lettre 1 fois, 2 fois, puis je l'ai rangée dans le tiroir où je gardais mes relevés bancaires. Non par sentimentalisme. Par fatalisme. Je n'avais pas besoin de répondre. Certaines lettres sont simplement faites pour être reçues. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche avec une couverture et j'ai regardé le soleil se coucher derrière les arbres. Les roses avaient fleuri à nouveau. Obstinées, mais si belles. Je repensais à la voix de Thomas me lisant des histoires les nuits d'insomnie. Aux mains de Sophie, ferme sur le volant. Aux petits mots griffonnés d'Émilie et à la tarte à la cannelle de Sophie. C'étaient ces choses que j'avais gardées et que je laisserais derrière moi. Non par amertume, mais par amour profond et délibéré. Un amour qui a des limites. Un amour qui n'a pas à s'excuser de dire « c'est ici que je m'arrête, et tu n'as pas le droit d'entrer simplement parce que tu en faisais partie ». Je me berçais doucement dans le fauteuil que Thomas avait fabriqué, le bois craquant sous moi comme un vieil ami qui murmurait « tu es toujours là ». Oui, j'étais là. Et pour une fois, c'était suffisant. C'était un jeudi quand le colis arriva. Papier craft, sans adresse d'expéditeur. L'écriture de Sophie, inimitable. À l'intérieur, un journal relié en lin vert. Sur la première page, une simple ligne écrite au stylo. Je veux ton histoire, grand-mère. Pas seulement ce qui s'est passé, mais qui tu as été pendant tout ce temps. En dessous, elle avait laissé toutes les pages blanches. J'ai gardé le journal sur mes genoux pendant un long moment. Il n'y avait pas de date limite, pas de pression. Juste une invitation. Un espace. Et c'est cela, j'ai compris, que j'avais tant désiré toutes ces années. Non pas être loué, non pas être sauvé. Juste être écouté. Ce soir-là, j'ai taillé un crayon, pas un stylo, car cela me semblait moins définitif, plus indulgent et j'ai commencé à écrire. Pas une chronologie. Pas des mémoires. Juste des bribes. Des souvenirs que je n'avais pas touchés depuis des décennies. La première robe que j'ai cousue. La façon dont Thomas fredonnait avant de parler. L'étrange joie de plier des draps encore chauds du sèche-linge. Le son du rire d'Émilie, quand elle ne pouvait plus s'arrêter. La façon dont Sophie s'était endormie sur ma poitrine pendant un orage. Sa petite main agrippée à mon chemisier comme si elle avait peur que je disparaisse. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main soit prise de crampes. J'ai écrit jusqu'à ce que le thé à côté de moi refroidisse. Et quand je me suis arrêtée, je ne me sentais pas fatiguée. Je me sentais entière. Sophie a appelé 2 jours plus tard. Je ne voulais pas te mettre la pression, a-t-elle dit rapidement. Je pensais juste. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, ai-je dit. Tu m'as donné quelque chose à combler, quelque chose qui n'était pas déjà brisé. Elle est restée silencieuse un instant. Puis, tant mieux. Elle m'a annoncé qu'elle avait obtenu une bourse complète pour un master. En création littéraire, de toutes les choses. Ce n'est pas pratique, dit-elle. Mais ça me semble juste. Tu n'as qu'une vie, lui dis-je. Ne la gâche pas avec ce qui te rabaisse. Elle hésita. Maman me disait ça aussi. Je sais, dis-je. Elle tient ça de moi. Entendre Émilie parler à travers sa fille avait quelque chose d'apaisant. Les mots, la délicatesse, même le doute. Tout y était. Juste plus doux. Maintenant, dit Sophie, je suivrai le premier semestre à distance pour pouvoir continuer à venir te voir. Je lui dis que je n'avais pas besoin de venir pour savoir qu'elle m'aimait. Elle dit, je sais. Mais je veux venir quand même. Ce dimanche-là, elle apporta les courses. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'elle connaissait mes goûts. Du bon pain. Des abricots. La marque de thé que Thomas buvait toujours. Celle qu'on ne trouve plus dans la plupart des magasins. Elle m'aida à ranger le garde-manger.
Nous avons trouvé un pot de miel périmé depuis 2012 et nous avons ri aux larmes. Pas bruyamment. Juste un rire qui s'échappe comme la vapeur d'une bouilloire. Lent, doux et chaleureux. Quand elle est partie, elle m'a embrassé la main. Non par pitié. Par un sentiment plus ancien. Le respect. Ce soir-là, j'ai ressorti mon journal. J'ai écrit sur la première fois que j'ai vu la neige. Sur la robe que je portais le jour où Thomas m'a fait sa demande. Sur le son que David a émis en disant « Maman » pour la première fois. J'ai tout écrit. Les bons moments, les peines et l'émerveillement. Non pas pour réécrire quoi que ce soit. Juste pour me souvenir. Et peut-être pour qu'on se souvienne de moi. Je n'avais plus besoin du pardon. Ni de David. Ni même de moi-même. J'avais fait des erreurs, oui. Mais aucune d'aussi grave que de laisser quelqu'un utiliser le mot « famille » comme un appât plutôt que comme un foyer. Maintenant, j'étais libre de ça. Maintenant, j'avais Sophie. Maintenant, un héritage se construisait, non pas dans des testaments, des comptes ou des actes notariés, mais dans mes pages. Dans les histoires. Dans la façon dont elle me regardait, comme si j'avais encore quelque chose à donner. Parce que c'était le cas. Et tant que je vivrai, je continuerai à donner. Pas mes économies. Moi-même. C'était à la fin de l'automne quand j'ai revu David. Contre mon gré. Je sortais de la pharmacie. Des ordonnances dans un sac, des pastilles pour la gorge dans un autre. Quand j'ai entendu mon nom. Pas « maman ». Pas « mère ». Juste « Margaret », lancé comme si c'était celui d'une inconnue. Je me suis retournée. Il était debout près de sa voiture, les mains dans les poches de son manteau, seul. « On peut parler ?» a-t-il demandé. Son visage était tiré, moins sûr de lui. L'assurance de sa mâchoire avait laissé place à quelque chose qui ressemblait plus à de l'irritation qu'à du chagrin. Pas à de la tristesse. À de la frustration. Comme si mon silence était devenu le plus grand péché. J'ai hoché la tête une fois. Brièvement. Nous nous sommes assis sur le banc devant la boutique, le vent tirant sur les pans de mon manteau. J'attendais qu'il prenne la parole. Je ne comprends pas, commença-t-il. Comment peux-tu nous effacer comme ça? Tu étais parti bien avant moi, dis-je. Tu ne t'en es juste jamais rendu compte. Il se hérissa. Ce n'est pas vrai. Si, dis-je doucement. Et au fond, tu le sais. Il fixa le parking. J'ai fait des erreurs. Nous en avons tous fait. Mais les familles continuent. J'ai continué, dis-je. C'est ça que tu ne peux pas accepter. Que je ne sois pas resté à la gare à attendre le train des excuses qui n'arriverait jamais. Il secoua la tête. Tu crois être la seule à souffrir? On a eu des difficultés. Les enfants ne comprennent pas pourquoi tu les as mis à l'écart. Je me tournai légèrement vers lui. Tu veux dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi le distributeur automatique ne fonctionne plus? Ce n'est pas juste, dit-il. Mais il n'y avait aucune animosité dans ses paroles. Non, répondis-je. C'est exact. Il me fixa longuement. Je me demandais ce qu'il voyait. Une vieille femme. Une traîtresse. Une porte close. Je suis venu aujourd'hui parce que j'ai entendu parler de Sophie, dit-il. La fiducie. Le chalet. Voilà donc tout. Ni inquiétude, ni curiosité. Juste une confirmation. Il avait découvert la vérité. Tant mieux, dis-je. Elle le mérite. C'est une enfant. Elle a 25 ans, corrigeai-je. Et elle est là. Il resta silencieux. Je me levai, époussetant les miettes de mon manteau. Je ne suis plus en colère, David. Je ne suis plus amère. C'est tout simplement fini. Il y a une différence. Alors c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. Je me suis adoucie. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que moi, je le méritais. Il y a toujours moyen de revenir en arrière. Mais cela commence par l'honnêteté, l'humilité et la compréhension que ce que tu m'as pris, ce n'était pas de l'argent. C'était la conviction que je comptais pour toi, au-delà de ce que je pouvais t'offrir. Il n'a pas répondu. Il n'a pas bougé. En m'éloignant, je n'ai pas éprouvé de triomphe. Un sentiment de pureté m'envahissait. Certains adieux ne sont pas bruyants.
Ils sont simplement définitifs. Ce soir-là, Sophie a appelé. Je lui ai raconté notre rencontre. Le banc. Le silence. Ça va? A-t-elle demandé. Mieux que bien, ai-je répondu. Je suis libre. Elle est restée silencieuse un instant. Tu sais, j'ai soumis une nouvelle à un atelier d'écriture. Sur toi. Mon cœur a fait quelque chose de doux et d'étrange. Ah bon? Ça s'appelle La femme qui est restée debout. Je n'ai rien dit. J'en étais incapable. Tu n'es pas effacée, dit-elle. Tu es inscrite dans l'histoire. Et à cet instant, j'ai su que c'était vrai. Non pas à cause de la cabane, de la confiance ou de l'héritage que j'avais réorienté. Mais parce qu'en Sophie, une partie de moi continuerait d'avancer. Les yeux grands ouverts. La voix assurée. Les pieds bien ancrés au sol. Et c'était suffisant. Ni vengeance. Ni réparation. Juste la certitude tranquille que j'avais enfin cessé de vivre à la merci de gens qui prenaient ma gentillesse pour de la soumission. J'ai regardé autour de moi. Les livres. La lueur des bougies. La fenêtre entr'ouverte laissait passer une brise légère. Voilà ma vie, maintenant. Plus d'attente. Plus de deuil. Plus de financement des rêves des autres pendant que les miens se fanaient. Mais demeurer. Et ce serait ma réponse finale. On parle de liberté comme si c'était un mot bruyant. Comme le vent dans les cheveux sur une autoroute ou comme crier sa vérité du haut d'une montagne. Peut-être que pour certains, c'est ça. Mais pour moi, la liberté, c'est se réveiller sans appréhension. C'est savourer une pêche en silence à la table de la cuisine, sans avoir à se justifier. C'est vérifier la boîte aux lettres sans rien espérer. C'est relire 3 fois la même page d'un livre parce qu'on ne cherche plus à fuir. On apprécie simplement la façon dont les mots nous accompagnent. C'est savoir, enfin, qu'être seul n'est pas synonyme d'abandon. Après cette dernière conversation avec David, le monde n'a pas basculé. Aucune porte n'a claqué. Aucune lettre n'est arrivée. Pas de compte à rendre. Juste une absence silencieuse. Et dans cette absence, quelque chose de nouveau a germé. Non pas une version rafraîchie de l'ancienne vie, mais quelque chose d'entièrement mien. Sophie venait me voir chaque semaine. Parfois avec des courses. Parfois sans rien d'autre qu'un poème qu'elle voulait lire à voix haute. Nous nous asseyions sur la véranda 2 femmes, l'une plus âgée, l'autre en devenir et nous discutions d'égal à égal. Elle ne m'a jamais pressée. Jamais elle n'a sorti son téléphone. Elle posait des questions qui exigeaient de vraies réponses. Et quand je répondais, elle m'écoutait avec les yeux. Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle revenait toujours. « Tu es le seul endroit où je me sens libre de ne pas avoir à jouer un rôle », a-t-elle dit. « Avec toi, je n'ai pas besoin d'être impressionnante. J'ai juste besoin d'être moi-même. » Ce mot m'a interpellée. Lieu. J'étais devenue cela. Un lieu. Solide. Connu. Où l'on peut revenir. Thomas aurait adoré ça. Un après-midi, nous sommes allés au chalet sur la plage. L'automne avait laissé son empreinte sur chaque arbre or, rouille et une douce résignation. Sophie préparait du thé sur le poêle pendant que je la regardais depuis le fauteuil à bascule que Thomas avait jadis poncé. « Je veux me marier ici », a-t-elle dit soudain, sans lever les yeux des tasses. Un jour. Pas de smoking, pas de traiteur. Juste les gens qui comptent. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais peur que ma voix ne se brise. Tu l'auras, dis-je. Il est à toi. Elle se retourna en souriant. Je sais. Plus tard dans la semaine, je me suis retrouvée à flâner dans mon jardin. Enfin, le jardin de Thomas. Et j'ai réalisé combien de temps j'avais cessé de remarquer les choses que j'aimais. Les hortensias fleurissaient toujours obstinément. Le romarin que je croyais mort était revenu. Même la terre, si sèche tout l'été, s'était adoucie grâce à la pluie. Les choses reviennent parfois. Pas toujours, mais parfois. Assise sur le perron, j'écoutais le vent bruisser dans les branches. Pas de musique. Pas de bruit. Juste le souffle, les feuilles et le temps. Et j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas besoin d'une fin qui prouve quoi que ce soit. Je n'avais pas besoin que David comprenne. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Rebecca. Je n'avais pas besoin que mes petits-enfants aînés, qui me connaissaient à peine,
réécrive mon histoire. Parce que j'avais choisi la paix. Et ce choix, une fois fait, laissait place à de meilleures choses. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à partager davantage mes journaux avec Sophie. Elle les lisait lentement, attentivement, pleurant parfois sans le cacher. Un soir, elle m'a demandé si elle pourrait en publier des extraits un jour. J'ai répondu, oui. Même les passages difficiles, a-t-elle demandé. Surtout cela. Car ce n'est pas une histoire de vengeance. Ce n'est même pas une histoire de deuil. C'est une histoire de lucidité. Une histoire où l'on se libère du rôle qu'on nous a assigné et où l'on prend enfin la parole. Et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui lisent ces lignes. Peut-être avez-vous été exploité trop longtemps. Peut-être vous a-t-on inculqué que la famille, c'est donner sans compter, quel qu'en soit le prix. Peut-être avez-vous étouffé votre voix, vous êtes-vous effacé vous êtes-vous résigné à accepter la situation. Mais il n'en est rien. Vous n'avez pas besoin de crier pour vous faire entendre. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour être libre. Il vous suffit d'arrêter de faire semblant d'accepter l'invisibilité. C'est le premier pas. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait faire une pause, respirez plus profondément ou vous rappelez que vous êtes toujours là, alors permettez-moi de vous demander une chose. Partagez-la. Pas pour moi. Pour les autres comme moi. Les discrets. Les fatigués. Les bienveillants qu'on a trop souvent oubliés. Faites-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls. Faites-leur savoir qu'il n'est pas trop tard. Faites-leur savoir que nous sommes toujours là. Et que nous sommes debout, maintenant. Et pour toujours.